Mérimée Tamak, il est sociologue, mais également auteur de plusieurs articles scientifiques portant sur des centres d'intérêt divers, évidemment. Il est également cofondateur du cabinet JMS, qui travaille sur les études de faits de société, comme ceux dont nous parlerons dans un instant. Le temps pour nous de l'accueillir. Bienvenue, docteur, et merci d'être là. Merci Laurine, merci Falis de l'invitation. C'est vrai que cette invitation vient dans un moment complexe et donc il est important pour nous de pouvoir éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et surtout les millions d'auditeurs de radio et télé à la fin. Tout à fait. Ça va? Moi j'ai envie de lui demander s'il va bien. Bon, je dirais pas que je vais bien. Notre société est malade. Nous avons fabriqué un monstre en laboratoire et le temps de faire des essais cliniques, le monstre est déjà dehors et il est en train de faire des ravages. Voilà. Docteur Jean-Mérimée Tamak, sociologue, avec vous ce matin, on va donc évoquer, j'ai cité quelques faits tout à l'heure, qui sont l'expression de cette société aujourd'hui, l'expression du mal-être justement de notre société. Mais dit comme ça paraît, ça passe, mais au fond, fondamentalement, il y a quelque chose qui va pas. La société est mal. Comment on peut présenter cela? Comment on peut le dire? Bon, déjà, il faut planter le décor. Vous voyez, nous sommes dans ce qu'on appelle un fait social. Et je vais expliquer pour nos téléspectateurs. Le fait social, c'est un ensemble de valeurs, un ensemble de façons de faire qui sont spécifiques à une société et qui ont un pouvoir de coercition. Aujourd'hui, justement, qu'est-ce qu'on remarque? On a des problèmes liés aux valeurs, on a des problèmes liés aux mœurs. Ça veut dire qu'effectivement, on est dans un fait social assez puissant. C'est ce fait social que nous avons appelé le virus que nous avons fabriqué en laboratoire. Pourquoi? Parce que je vais aborder la question sur deux plans, sur le plan psychologique et sur le plan social. Aujourd'hui, sur le plan psychologique, il y a des formes de frustration. Les gens sont frustrés. Tu vas à l'école avec le cancre de la salle, et c'est le cancre qui émerge du fait de son capital relationnel parfois très fort. Son oncle est tel et tel et tel. Donc ça crée des formes de frustration diverses. Sur le plan de l'ascenseur social, l'école qui était considérée autrefois comme le moteur susceptible d'amener quelqu'un d'un point A à un point B, aujourd'hui peut, entre guillemets, devenir insignifiant. Parce que vous avez ces gars avec le master, il est sur la moto, vous avez d'autres avec, etc. Donc on est arrivé à cette forme de frustration. Ça c'est sur le plan social, psychologique. Toujours à côté de la psychologie, on peut intégrer des aspects liés aux pressions. La société nous demande un peu beaucoup entre le pouvoir d'achat qui n'évolue pas et les réalités sociales qui évoluent de manière géométrique. Si vous prenez une courbe de comparaison des prix, par exemple, de denrées alimentaires, vous allez voir qu'en l'espace de 5-10 ans, il y a eu une évolution exponentielle. Tandis que le pouvoir d'achat lui-même n'a pas évolué. Donc vous voyez que psychologiquement, il y a ces pressions-là qui font en sorte que on se retrouve en train de créer des petits monstres. Maintenant, au niveau social, il y a la perception sociale. Comment la société nous voit? Comment la société appréhende la notion de valeur? Hier, nous avons, pendant les fêtes de fin d'année, dans les écoles primaires et maternelles, mis des morceaux. Je n'ai rien contre ces artistes. Je ne vais pas reprendre ces morceaux, mais vous les connaissez. Le cœur est monté, descendu. Déjà à la maternelle, on a commencé à mettre ça pendant les fêtes, les kermesses. Les enfants dansaient. Ça paraît banal. Ça paraît banal et ça nous faisait rire. On allait même faroter. Pourtant, on construisait un petit monstre. Parce que la musique, l'un de mes maîtres, le professeur Mononjana, parlant de ces musiques-là, parlait des chansons de Sodome et Gomorrhe. Et pour ceux qui lisent la Bible, ils savent ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Donc, on a ces chansons-là, on a ces milieux qui sont proches des écoles. La loi dit que pour un établissement scolaire, les débits de boissons doivent être à telle distance. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Je vous donne un fait assez clair. Si vous arrivez à Ange Raphaël, chaque matin, de Guinness, pour ne pas faire la promotion de la structure, de Guinness au carrefour dit Ange Raphaël, vous allez voir chaque matin ces gars en train de se bagarrer, en train de boire, tandis qu'ils ont commencé à la veille. Voilà une jeunesse que nous avons participé à fabriquer. C'est vrai, on ne peut pas généraliser. Il y a des jeunes comme Faris et Laure qui peuvent être des modèles aussi pour certains cas. Mais généralement, on a laissé ces monstres naître. On a organisé des kermesses où, à l'intérieur des kermesses, indépendamment de l'âge, on boit uniquement des boissons alcoolisées. Tout à fait. Et c'est nous qui avons participé. Donc,
je vais terminer par un autre fait sur le plan social. Abordons la question du vestimentaire. Aujourd'hui, tellement on veut occidentaliser les mœurs que regardez comment les parents habillent les enfants. On va dire, ma fille doit être sexy. Or, dans ça, c'est la combinaison de ce que nous appelons la fabrication d'un monstre. Malheureusement, ce monstre, ce virus, on fait parfois des tests cliniques en laboratoire pour voir est-ce qu'il est virulent, est-ce que on l'a pas fait et le virus nous a échappé. Et aujourd'hui, on a un grand corps malade. On a une société qui est mal en ses valeurs. Je vous ai encore envoyé une vidéo hier. Vous voyez à quel niveau on peut être. On a des psychopathes qui sont dehors. On a des gens victimes de schizophrénie qui sont dehors. On a suivi une histoire, fondée ou pas, sur une série de pratiques déviantes. Mais ces déviantes-là, qui les a fabriquées? C'est notre société. Donc, malheureusement, voilà en quelques mots le cliché qu'on peut dépeindre de la réalité dans laquelle nous vivons. Alors, moi, je vais peut-être juste revenir. Quand, à vous entendre parler, on comprend que c'est vraiment tout le monde qui a participé à cette destruction de la société aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut repartir les responsabilités? Jusqu'où chacun est-il responsable? À quel niveau chacun est-il responsable? Le premier niveau de responsabilité, c'est la famille. Et comme j'ai toujours eu à le dire, en famille, malheureusement, certains parents, parce que ne généralisons pas, c'est les hypothèses. Et dans les analyses en sciences sociales, l'hypothèse peut être confirmée ou réfutée. Donc, la première analyse, c'est les parents. Quand un parent accepte, connaissant son pouvoir d'achat, qu'un enfant puisse venir à la maison avec un téléphone d'un certain montant, quand un enfant, connaissant son pouvoir d'achat, accepte que sa fille puisse dormir entre guillemets dehors, parce qu'il faut que nos auditeurs et nos téléspectateurs puissent nous comprendre. Bien sûr. Quand un parent accepte des présents qu'il sait que son enfant n'a pas les capacités de s'offrir en termes de pouvoir d'achat de se les offrir. Vous avez même des parents parfois que quand la fille sort, dit tu me gardes. C'est complexe en fait. Mais docteur Tamak, juste pour vous relancer sur ce point, on dira que l'enfant vit avec son temps, dans son temps, à son temps même. Mais il prend l'argent là où? Non, pour parler des téléphones par exemple, on vous sortira la raison selon laquelle bon, l'enfant a besoin de communiquer avec ses amis, on n'est pas à l'époque de nos parents ou ceci ou cela, la technologie avance, les époques aussi. Aujourd'hui même, on a eu pendant la période Covid des enfants qui recevaient les cours par téléphone. Ce que vous n'avez pas compris, c'est parce que vous ne m'avez pas laissé développer. Je n'ai pas parlé de l'usage du téléphone. J'étais d'abord en termes d'acquisition du téléphone. La question est sur comment faire, comment d'avoir ce téléphone se retrouve. D'accord. Comment on fait pour l'avoir? Comment cet enfant qui est apparemment oisif fait pour avoir ce téléphone? Là, c'est d'abord, je suis pas encore dans les usages, parce que la sociologie des usages est très claire sur les pratiques qu'on fait en termes de contenu de ces téléphones. Nous ne sommes pas encore. Donc, je disais que le premier palier, c'est ça, les parents. C'est vrai que la vie est devenue assez complexe et que la notion de temps que vous avez évoqué, on utilise ce temps dans un versant marchand, c'est-à-dire accumuler les ressources pour parfois subvenir aux besoins de ces familles. Mais dans cette accumulation de ressources, n'oubliez pas que la matrice du ciel nous dit qu'on a 24 heures par jour. Dans ces 24 heures, vous avez 8 heures de travail. C'est pourquoi on dit, dans le cours du travail, c'est 8 heures. Il y a 8 heures de sommeil. La science est claire là-dessus. Il faut bien dormir. Et on a 8 heures pour soi. 8 fois 3 font 24. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 8 heures pour soi? Il y a des parents qui utilisent ces 8 heures pour le after work. Ils rentrent sous et ils dorment. La maman est occupée. Parce qu'aujourd'hui, ne l'oubliez pas, les femmes au foyer sont de plus en plus infidèles. Et on peut développer cela. J'ai des articles là-dessus. Donc, on est dans une société où, à un premier niveau, certains parents ont fui leurs responsabilités avec pour raison fondamentale la recherche de l'appétence quotidienne. C'est pas exclu. Mais on peut aménager ces 8 heures personnelles. Lorsqu'on termine avec ses parents, regardons la société. Et j'ai souvent dit qu'un individu est le produit de sa société. C'est Émile Durkheim qui le dit. L'individu est 50% le fruit de son patrimoine génétique. 25% l'environnement dans lequel il grandit. C'est pourquoi on dit généralement, dis-moi d'où tu sors, je te dirai qui tu es. Et enfin, 25% de son développement personnel. C'est pourquoi la vidéo, par exemple, que vous avez fait passer ce matin, nous aide à travailler sur nous-mêmes, le travail sur soi, le développement personnel. Or, notre société, hier, la voisine était capable de réprimer votre enfant. Sans que et ça vous devez arriver, sans que ça ne cause un problème. Quand vous arrivez, vous assumez. Et parfois, vous ajoutez, comme il dit. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous avez vu des cas où, ne serait-ce qu'à l'école, la maîtresse a essayé de gronder. Le parent a la grosse voiture. Il ne s'est pas contenté du verbe. Parfois, il a voulu aller aux mains.
Donc, certains sont arrivés aux mains. Voilà. Donc, on est arrivé dans ce type. Donc, le premier niveau de responsabilité, c'est d'abord la famille et la société. Parce que la société est complice. Parlons du cas de ce monsieur, par exemple, qui fait ravage. C'est le même monsieur qui a entouré des gens qu'il appelle président. Voyez un peu. Donc, il y a un nivellement entre, d'une part, les victimisations et ceux qui construisent le bourreau. Donc, la société est responsable à part entière. Le deuxième niveau de responsabilité, malheureusement, c'est vous, les mass médias. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la dictature des mass médias. Mais qu'est-ce que les mass médias nous montrent au quotidien? Si ce n'est pas le cas du groupe Balafon, ça peut être le cas ailleurs. Quels sont les messages qui sont diffusés? Et à côté de ces mass médias, il y a un pan très important, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, faites un tour dans un établissement secondaire, demandez 10 noms des femmes influentes. On va vous citer 9 influenceuses. Et parmi ces 9 influenceuses, on est incapable de vous dire l'activité première de ces dernières. Qu'est-ce qu'on fait? En quoi est-ce qu'elles sont influenceuses? On a construit ces modèles. Vous voyez, les mass médias ont construit cela. Parce qu'aujourd'hui, avec la connexion des enfants, avec son téléphone, vous avez accès à tout cela. Donc, il y a d'abord ce deuxième palier qui a échoué. Maintenant, il y a aussi l'école. Comment comprendre que dans un pays comme le nôtre, on ait consacré des milliards pour une canne, pour construire des stades, alors qu'on est incapable de prendre le 1/10 pour résoudre la question des enseignants qui sont censés apporter cette jeunesse qui devrait être le fer de lance. Donc, nous-mêmes, à notre niveau, au niveau institutionnel, au niveau macro, on a renversé un peu les valeurs. On a paupérisé les enseignants qui sont censés diffuser la connaissance. Et donc, l'école aussi a fait faillite. L'école a doublement fait faillite aussi au niveau de la qualité des enseignements. Je n'ai rien contre, mais au XXIe siècle, à l'heure de la digitalisation et tout, on a encore certaines filières qui ne nous aident à rien. Oui. On a certaines filières à l'université, quelqu'un arrive jusqu'à master et puis, puisqu'on fréquente parfois sans parcours de carrière, mais je ne sais pas que faire. Bon, je commence d'abord en licence. Dès que j'arrive en licence, comme je n'ai rien fait, je commence à avancer. Ouais. Je ne vais pas insulter quelqu'un, parfois ça peut arriver jusqu'à la thèse. Ouais. Donc, vous voyez que l'école aussi n'a pas joué cette dynamique d'adaptation face à notre réalité sociale. J'ai eu la chance de travailler dans un cabinet et j'ai constaté que dans un cabinet, vous vous rendez compte de la question de la qualité et de la compétence. Parce qu'on peut lancer l'appel à candidature, vous aurez 1000 CV. Mais lorsqu'il faut faire des tests pratiques, c'est là où vous vous rendez compte que en réalité, parmi ces 1000, on a de la peine à voir 10. Il n'y a pas de know-how. Vous voyez un peu. Donc, notre école aussi, en termes de paupérisation des enseignants, certes, mais aussi en termes de contenu des enseignements, par rapport à la demande actuelle, ce que vous avez appelé le temps. Et enfin, le troisième et dernier palier, c'est le niveau macro, le niveau institutionnel. Comment dans un pays normal, un ministre peut être riche qu'un homme d'affaires? C'est un problème. Comment dans un pays normal, on peut avoir des gens qui n'incarnent pas des valeurs et qui veulent vous parler des valeurs? Mon Jana parlait d'écarter la norme et de normaliser l'écart. On est effectivement dans ça. Aujourd'hui, le professeur de regretter mémoire, Joseph Mendozé, nous parlait de la déviance. Et il commençait à planter les décors. Ça fait 16 ans. Et aujourd'hui, on est en pleine déviance. On est en plein dysfonctionnement social. Comment on peut donc être surpris? Donc, pour ma part, revenant à votre question, ces trois acteurs ont des responsabilités partagées. Au niveau micro, la famille et l'entourage. Au niveau méso, les masses médias et les organisations. Parce que, n'oubliez pas, on a eu toujours ce cas des victimes, des viols présumés ou non. Mais dans ce pays, quand même, il y a des organisations des femmes. Parce que les femmes sont plus citées d'ailleurs que les hommes. Mais, leur relation était assez fébrile face à ce sujet. Est-ce que nous n'avons pas une mémoire sélective? Quand il s'agit de tel, on fait le chaud bouillant, mais quand il s'agit de tel, chacun veut voir ses enfants grandir. Donc, au niveau méso, ces ONG et ces masses médias sont carrément responsables. Et enfin, au niveau macro, c'est l'État qui est responsable. C'est le matin sur Balafon Télévision et vous, chers téléspectateurs, pour vous qui arrivez à l'instant, nous essayons de décortiquer un peu l'état de notre société aujourd'hui avec tous les faits que ça comporte. Et donc, on a bien vu, vous qui nous regardez, chacun a sa part de responsabilité. Absolument. On a réussi chacun à son niveau à construire un diable, un démon qui aujourd'hui nous dépasse. Carrément nous dépasse. Est-ce qu'on peut dire ça, docteur? Parce que à tous ces niveaux-là, on a l'impression que personne ne peut plus rien faire aujourd'hui. Bon, je ne vais pas entrer dans un fatalisme ou dans un déterminisme et dire de manière péremptoire qu'on ne peut plus rien faire. Ce que je dirais, c'est que
face à un virus, il faut 3 éléments. Le premier élément, c'est de faire les tests. Il est important qu'on fasse des tests, qu'on nous prélève, on voit qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Nous savons tous qu'est-ce qui ne va pas. Nous avons mal à nos valeurs. Nous avons mal à notre quotidien. Oui. Placez-vous en route et observez les gens. Les gens ne sont pas gais. On le disait ce matin. Voyez, les gens ont un visage froissé. Oui. Crispé, Beaucoup de nerveux. pression. Les gens sont Trop de pression. Ouais. La pression sociale est très forte. très très forts. Très peu d'entreprises, et ça je tire un coup de chapeau à votre PDG, très peu d'entreprises sont comme le groupe Balafon. Ici, quand vous arrivez, vous avez du mal à savoir que voilà le boss et voilà les ouvriers. Ouais. Non. Ou les employés. Tout le monde se confine et on met tout le monde dans un même pied d'égalité. En fait, il n'y a pas la justice sociale, mais il y a l'équité Oui. qui fait en sorte que chacun travaille en estimant que c'est ma chose. Oui. Malheureusement, c'est pas parfois le cas ailleurs. Dans plusieurs structures, n'oubliez pas que notre société est axée essentiellement sur le secteur informel. Selon le rapport de l'Institut national de la statistique, 91% de l'économie camerounaise est dans le secteur informel. Et dans les 91% de l'économie enfouie dans le secteur informel, les EI, c'est-à-dire les entreprises individuelles, occupent plus de 60%. Et dans les entreprises individuelles, dans l'approche des 3 types de management, le management charismatique, c'est-à-dire basé sur l'individu, quand il n'est pas là, la structure ne fonctionne pas. On a vu des cas où quand il n'est pas là, la structure meurt. Après le management charismatique, il y a le management traditionnel. Vous arrivez là-bas, c'est le village. Parfois, on parle même en langue au bureau. On recrute même en langue. Quand tu arrives dans un test de recrutement, ton nom d'abord, ton patronyme, est un indicateur. Hein? Et enfin, le modèle rationnel légal, qui est basé sur les procédures. Pas les individus, mais les procédures. Et donc, ça fait en sorte que vous soyez là où pas les choses marchent. Oui. Donc, je dirais que lorsqu'on a fini de vous prélever, on envoie en laboratoire. Donc, il faut prélever le microbe que nous avons créé. Qu'est-ce qui ne va pas? Au laboratoire, on va analyser, on va arriver à des solutions. Les solutions seront par exemple de dire que on ne doit pas tout remettre en compte parce qu'il y a quand même des endroits positifs, il y a des points positifs. L'un des acteurs majeurs qu'il faut revoir, c'est notre système éducatif. En 2016, nous avons commis un ouvrage là-dessus, le système éducatif camerounais entre traditionnalisme et modernisme. Il est temps de revoir notre système éducatif. Il y a 3 paliers majeurs. L'éducation, la justice et l'économie. Ok. La justice, pourquoi? Ben, écoutez, parfois on est dans des environnements où vous avez des problèmes avec une tierce personne et c'est vous qui êtes la victime qui perdez vos droits. Donc, il est important qu'on puisse revoir ce modèle de justice-là, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a une justice pour certains et pas pour d'autres. Oui. Moi, par exemple, je crois en ce pays, je crois au changement, parce qu'il y a eu des cas où j'ai vu la justice s'ébranler. Mais ça ne doit pas être la tête chercheuse. Il est important que ce soit généralisé pour que chacun puisse se reconnaître. Et enfin, au niveau économique, parfois on fait des choix macroéconomiques qui sont un peu à tête chercheuse. Je vais prendre un cas. Aujourd'hui, il y a une notion qui est appliquée au Cameroun, qui est en train de faire des fruits positivement. C'est la notion d'import-substitution. Ah, qui revient dans le thème de la 58e édition de la Fête de la Jeunesse. Ouais. L'import-substitution est une vieille problématique, mais qui a été remise à jour suite au contexte mondial, notamment la guerre ukrainienne, où on a compris que notre économie était essentiellement extravertie. Nous consommions essentiellement ce qui venait de l'extérieur. Et donc, il était important d'intégrer un certain nombre de paradigmes pour que ce modèle change. Et ça a commencé à changer dans quelle mesure? Aujourd'hui, je prends 2 axes juste pour nos téléspectateurs. Le premier axe, c'est la filière poulet congelé. Si vous observez aujourd'hui le taux d'exportation du poulet congelé a été réduit à plus de 80%. Parce que des mécanismes ont été mis en place pour favoriser les processus d'élevage dans ce sens et de commercialisation. Comme je parle du poulet, c'est la même chose que je vais aussi parler du blé. Aujourd'hui, dans plusieurs structures, même si c'est pas dit, on valorise la farine patate, manioc, n'est-ce pas? Plantain et tout. Voilà, plantain. Et on a à la limite les mêmes résultats. Donc je dirais qu'on n'est pas dans un fatalisme faliste. En somme, tout est question de volonté. Tout est question d'une volonté politique. Hein, oui. Parce que ça commence par le haut et ça s'opérationnalise par le bas, à travers le fait que
on ne doit pas forcément attendre que l'État puisse agir. Nous-mêmes, parents, pour ceux qui ont la chance de l'être, et peut-être frères et autres, pour ceux qui ne sont pas parents, nous pouvons commencer par la base. Mais regardez ce qui se passe dans notre société. Celui dont la vie compte, c'est celui qui a les signes extérieurs de richesse, malheureusement. Et on a valorisé cela. C'est-à-dire que tu es avec ton grand frère, mais comme c'est toi le petit frère qui a des avantages comparatifs, pour parler comme Pareto, qui a des avantages comparatifs, c'est toi qu'on écoute. D'ailleurs, ton père t'appelle mon père. Et on appelle ton aîné par son prénom. La réunion ne commence pas sans toi. Ah, pas du tout. Et quand tu arrives, c'est ton grand frère qui fait la liste de présence. Parce que c'est sur la liste de présence qu'on va acheter les boissons de tout le monde. Donc, vous voyez. Et c'est ton grand frère qui va aller acheter la boisson. Et il doit te remettre le reliquat. Toujours. Alors, vous arrivez à une situation comme ça. Et malheureusement, je ne vais pas être fatal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des efforts à faire. Chacun à son petit niveau peut faire des efforts. Ça commence par le fait que si je suis dans la voiture ou sur une moto, j'ai fini de consommer ma banane, je peux garder et attendre la prochaine poubelle. Si je suis en train de conduire, surtout je parle à mes frères, entre guillemets, les noirs, à Douala, quand tu achètes la voiture, tu as autour 1 mois. Parce qu'après 1 mois, les égratignures sont partout. C'est incroyable. Et quand on te fait de pareilles choses, c'est les parties intimes de ta mère qui souffrent. Parce que quand on t'insulte, c'est les parties de ta mère qu'on insulte. Donc je dirais que il est important que chacun prenne ses responsabilités. Et ça passe par les sensibilisations des masses médias. Or, suivez ce qu'on fait. Lorsque vous mettez les radios en longueur de journée, c'est des musiques, parfois les musiques d'ailleurs. Les programmes instructifs passent à quel moment pour qu'on puisse sensibiliser au moins la majeure partie des personnes. Très bien. Bah, c'est fort important tout ce que dit le docteur ce matin. Et dans tous ces faits-là, il y a ce qui a récemment créé ce problème au lycée des Touguébé à Yaoundé. Là, il y avait la levée des couleurs, certes, mais ce qu'on a observé au-delà de ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils savent même plus ce que c'est la levée des couleurs. Franchement, ça les concerne pas. Ça les concerne plus vraiment. Et donc, on vous a posé cette question, hein, et c'est le micro-trottoir. À votre avis, donc? Pourquoi les jeunes ne respectent-ils plus la levée des couleurs? Une question qu'on a posée, évidemment, comme tu le disais. Parce qu'on s'est rendu compte que à l'école, vraiment, c'est-à-dire que je suis écolier, ou bien je suis élève de lycée de Touguébé ou d'un autre lycée. Mais je ne me sens pas concerné par la levée des couleurs. C'est quand même incroyable. Comment comprendre ça? Pour arriver après. Comment comprendre? Alors que ça fait partir de la journée de comment dire ça? Oui, du lundi. Pour les écoles qui le font le lundi. Ça fait partir ça commence par là, de respecter les emblèmes. On le dit à l'école, ça commence par là. Mais comment comprendre? Ça fait rire le docteur Tamaki. Non, écoutez, c'est facile de réfléchir comme ça. Mais regardons la cause un peu plus profonde. Aller dans un commissariat le lundi où on lève les couleurs, le matin où on lève les couleurs. C'est quand on est en train de lever les couleurs que parfois les acteurs de lieu sont en mouvement, parfois même au téléphone. Avec une condescendance qui n'est pas son nom. Donc, c'est un problème macro. Et ça commence, je disais tout à l'heure, je parlais du problème de l'éducation. Dès qu'on a enlevé l'éducation à la citoyenneté, on a galvaudé la morale. Parce que l'éducation à la citoyenneté t'apprenait des valeurs. N'oubliez pas, le rôle de l'école, c'est l'instruction. Et le rôle de la maison, c'est l'éducation. C'est pourquoi c'est un processus de socialisation. L'école te donne l'instruction. Si déjà, ton papa n'arrive pas à te dire à la maison que lorsqu'on lève les couleurs, tout ce que tu as à faire, tu t'arrêtes. C'est pas à l'école que tu vas le faire. Surtout qu'à l'école, lorsqu'on lève les couleurs, l'enseignant est au téléphone. Lui-même. On est en train de lever le couleur. OTS est en train de dire que voilà, dis-moi que je ne suis pas payé. Dans un environnement comme ça, on galvaude ces éléments qui participent du patrimoine de l'État. Donc, ne prenons pas ces élèves de manière symptomatique. Analysons le problème globalement. Parce qu'en plus, à ces élèves, il faut pouvoir leur dire pourquoi est-ce qu'on s'arrête à la levée des couleurs. C'est quoi la symbolique? Justement. C'est quoi, ça symbolise quoi ce moment-là? Pourquoi on le fait? Ça représente quoi exactement pour vous, pour la nation, etc. Donc, on va regarder. Il y avait tout en cours là-dessus, comme je disais tout à l'heure, qui a disparu malheureusement. Allez, on va pour le micro-trottoir. Pourquoi est-ce que les élèves respectent de moins en moins la levée des couleurs dans les établissements? Réponse tout de suite dans le micro-trottoir.
c'est juste parce que le civisme a disparu en milieu scolaire. Si vous essayez de faire le tour des établissements, les lundis surtout, vous verrez qu'il y a des établissements scolaires qui ne lèvent même pas les couleurs. Allez dans les écoles primaires, les écoles maternelles surtout. Vous allez voir que les enfants de l'école maternelle, on ne les parle jamais de l'hymne national. Alors que c'est là-bas qu'on doit même commencer. Ça veut dire qu'avant d'arriver au primaire, il doit déjà savoir ce que c'est que l'hymne national, ce que c'est que la levée des couleurs. Ça a disparu en milieu scolaire. Allez dans les édifices publics, vous verrez qu'en dehors des unités de gendarmerie et de police, il n'y a même plus un endroit réservé pour hisser le drapeau. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Si nos jeunes ne s'arrêtent plus de nos jours lorsqu'il y a la levée des couleurs, c'est parce que les jeunes se sont rendus compte que nos différents gouvernants ne nous gèrent plus en fait. Ils ne prennent plus soin, ils ne s'occupent plus de la jeunesse. Donc l'affaire de la République, c'est resté maintenant pour eux. Nous, les jeunes se sentent abandonnés, quoi. Donc c'est pour ça que nombreux maintenant vont bafouer l'hymne national, la levée d'un drapeau et tout. Il y a la misère ambiante, il y a aussi l'éducation civile qu'on apprend plus à nos enfants et même quand on le fait, on ne fait pas en profondeur. Et aussi le rapport qu'il y a entre les citoyens et le gouvernement. Les citoyens pensent qu'ils sont abandonnés, qu'ils savent qu'ils sont abandonnés par le Cameroun, par le gouvernement camerounais. C'est dû à l'incivisme. Ces jeunes, beaucoup n'apprennent plus ça à l'école. D'autres les banalisent. Avant, à l'époque, je me rappelle quand on chantait l'hymne national à l'école primaire, on exigeait au moins le silence et le respect au drapeau. Bon, à l'école maintenant, nous constatons que beaucoup de jeunes ne s'intéressent plus à ça. C'est dû au fait qu'ils ne s'arrêtent plus, ils banalisent le drapeau et tout ça. Donc c'est dû à l'incivisme en fait. C'est un problème d'incivisme qui commence d'abord par le noyau familial. Parce que c'est au sein de la famille que se constitue la nation. Donc si l'enfant n'est pas éduqué au sein de sa propre famille, ce n'est pas à l'école qu'il va recevoir une éducation contraire à celle qu'il a reçue, celle qu'il est en train de recevoir à l'école. Donc nous, parents, nous devons d'abord éduquer nos enfants pour que la nation puisse en bénéficier. Parce qu'on ne leur parle pas assez de l'importance de la levée des couleurs. Et aussi chacun est là seulement à vouloir résoudre son problème. Ils ne savent pas qu'on doit s'arrêter pour la levée des couleurs. Ce qui fait en sorte que les jeunes ne respectent pas la